Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'entendez bien, je pense que ça fonctionne. Je vous souhaite la bienvenue virtuellement au Conseil d'État. Je m'appelle Cécile Vaudrin, je suis secrétaire générale adjointe du Conseil d'État. Et vous êtes à cette webconférence qui est consacrée aux maîtres des requêtes en service extraordinaire. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Je vous précise que c'est une présentation qui sera enregistrée et disponible sur le site du Conseil d'État à l'issue de nos échanges. On va commencer par une présentation d'une trentaine de minutes. Mes collègues autour de moi vont se présenter. On va vous présenter la procédure de recrutement, qu'est-ce que c'est qu'être maître des requêtes en service extraordinaire au Conseil d'État. Et puis, nous aurons à l'issue un temps de questions-réponses. Je vous invite tout au long de nos échanges à les poser dans le chat et on y répondra au fil de l'eau. Alors, je laisse la parole à Grégory Brousseau pour qu'il se présente très rapidement. Bonjour à toutes et à tous, donc Grégory Brousseau, directeur des ressources humaines du Conseil d'État. Bonjour à toutes et à tous, Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire. Et bonjour, Juliette Mongin, également maître des requêtes en service extraordinaire. Alors, le recrutement pour lequel vous êtes intéressé aujourd'hui, il sera clôturé le 30 mai. La prise de poste est souhaitée à partir du 15 octobre. Il s'agit de la deuxième vague de recrutement pour l'année 2023. Nous avons recruté 4 maîtres des requêtes en service extraordinaire qui sont arrivés début mai. Et donc, désormais, voilà, nous avons deux vagues de recrutement par an pour répondre au plus près aux besoins du Conseil d'État. Et nous avons ouvert pour cette deuxième vague de l'année 2 postes. Donc, les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont nommés pour une durée de 4 ans au Conseil d'État. C'est une garantie qui est prévue d'ailleurs dans le Code de justice administrative d'indépendance. Si vous souhaitez, vous pouvez partir plus tôt, mais en tout cas, vous êtes nommé au Conseil d'État pendant cette durée de 4 ans. Pour nous, c'est une voie de recrutement qui est vraiment essentielle, très très importante, qui illustre l'ouverture de la maison aux fonctionnaires de l'encadrement supérieur de l'État et qui s'inscrit aussi d'ailleurs dans la réforme de la haute fonction publique et dans la volonté vraiment du Conseil d'État de s'ouvrir à tous les types de profils. Les maîtres des requêtes en service extraordinaire exercent les mêmes fonctions que les maîtres des requêtes en service ordinaire au Conseil d'État. Ils sont rapporteurs tout d'abord à la section du contentieux, puis en section administrative. Donc, ils ont des fonctions à la fois contentieuses et consultatives, et également la troisième fonction du Conseil d'État, occasionnellement dans ses fonctions d'études au sein de la section du rapport et des études. Mes collègues vont dans un instant revenir sur le métier qu'ils exercent actuellement, sur leur expérience au sein de ces sections et je l'espère sur l'intérêt des missions qu'ils exercent. Peut-être en quelques mots, les profils qui sont recherchés, on a un recrutement qui est vraiment très ouvert. Le recrutement des maîtres des requêtes en service extraordinaire, c'est un recrutement qui a vocation à enrichir les compétences administratives des membres du Conseil d'État. Donc, on recherche en tout premier lieu une expérience administrative confirmée pour répondre au mieux à la double fonction du Conseil que vous connaissez, de juge d'une part, juge suprême de l'ordre administratif, et de conseiller du gouvernement, également du Parlement, pour lequel nous rendons des avis qui sont indépendants. Donc, vous devez disposer d'une compétence administrative et technique qui va venir enrichir et nourrir la qualité de nos décisions, de nos avis et de nos études dans tous les champs possibles des politiques publiques dans lesquels nous n'avons pas forcément naturellement d'expertise. Voilà, nous allons rechercher des spécialistes en fiscalité, en finance, dans le domaine social et sanitaire, dans le domaine du développement durable, du numérique, dans les politiques régaliennes, de la justice ou encore des collectivités territoriales. Vraiment, l'essentiel pour vous dire, c'est qu'on recherche des candidats avec une expérience dans l'administration dite active, que ce soit en administration centrale ou déconcentrée, et qui va participer à ce dialogue, à ce double enrichissement pour le Conseil d'État et pour les rapports et pour les maîtres des requêtes qui nous rejoignent. À la fois, pour eux, c'est l'apprentissage d'un nouveau métier qu'ils pourront mettre, dont les compétences qu'ils vont pouvoir mettre au service de leur administration d'origine lorsqu'ils retourneront dans l'administration d'origine ou dans une autre administration. Et puis, bien sûr, mettre au service du Conseil d'État toute l'expertise qu'ils ont acquise dans leurs fonctions précédentes
dans leur administration d'origine. L'image est figée, mais c'est bon, ça fonctionne. D'accord, très bien. Très bien. Un dernier point pour vous dire, et ça c'est un point très important, et mes collègues, je pense, pourront en témoigner. Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont totalement intégrés au Conseil d'État, au même titre que les membres permanents. Ils ont également exactement le même traitement, que ce soit en termes de rémunération, en termes d'avancement, dans les missions qui peuvent leur être proposées, dans les affaires ou les textes qui leur sont soumis. Il n'y a vraiment aucune différence avec les membres en service ordinaire, et ça, nous y tenons beaucoup. Parce que c'est naturel d'une part, et d'autre part parce que les maîtres des requêtes en service extraordinaire, pour certains, pas la majorité, mais quelques-uns chaque année, ont vocation également à être intégrés au sein du corps des membres du Conseil d'État. Peut-être un dernier mot sur la procédure. Donc, vous avez pu consulter sur notre site internet les différents éléments. Donc, c'est une présélection qui va avoir lieu sur la base d'un dossier composé d'un CV, d'une lettre de motivation qui est importante pour nous, que nous lisons attentivement, et des comptes rendus d'évaluation professionnelle des dernières années. Donc, sur la base de ces 3 éléments, on va sélectionner les candidats. Lors de la précédente vague, on a eu un très, très grand nombre de candidats, ce qui nous a obligés à une sélection assez drastique au stade de l'admissibilité. Mais en tout cas, on a un jury de sélection dont on va essayer à terme de pouvoir rencontrer peut-être davantage de candidats, même si là, pour cette vague-là, il y a seulement deux postes. Le jury de sélection est composé de 3 membres du conseil, un président adjoint de section administrative, un président adjoint de section administrative, un président adjoint à la section du contentieux et un représentant du secrétariat général, en l'occurrence moi-même. L'entretien dure entre 20 et 30 minutes et il permet de vérifier l'adéquation entre votre profil, vos motivations et le poste. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Je vais laisser la parole à Lionel et Juliette, peut-être pour que vous nous disiez dans un premier temps concrètement ce que vous faites au conseil, depuis combien de temps vous y êtes, et voilà, quel est votre quotidien au conseil. Ok, merci Cécile. Alors, donc moi, rebonjour à tous. Je suis au conseil en détachement depuis 2 ans et demi. Je suis arrivé en octobre 2020. Ce qui veut dire que je suis aujourd'hui affecté à la fois au contentieux et aussi en section consultative. Vous avez la jambe contentieuse et puis vous avez la jambe consultative, et ça fait 2 métiers en fait qui sont exercés. Et ce qui fait qu'il y a un quotidien, il y a un hebdomadaire aussi qui est très varié. Vous avez alors des moments qui vont scander votre semaine et qui vont revenir toutes les semaines, typiquement les séances d'instruction, des moments où vous vous retrouvez avec tous les membres de votre chambre contentieuse, par exemple, pour discuter des dossiers qui sont un peu plus compliqués. Vous avez les séances de jugement qui vont revenir aussi. Et puis, vous avez certains jours, vous avez aussi des séances avec la section consultative où vous allez présenter vos propres dossiers, mais aussi entendre vos collègues parler d'autres dossiers. Donc ça, c'est des moments qui sont fixes dans la semaine. Et puis après, à côté de tout ça, vous avez le travail que vous allez mener au quotidien sur vos propres dossiers. Donc les dossiers contentieux que vous avez, où vous allez avoir un petit peu de tout, mais ça, c'est plus de la technique contentieuse, mais c'est très varié parce que vous avez des dossiers de cassation, vous êtes vraiment juge de cassation, des dossiers où vous allez plus regarder au fond parce qu'en fait, vous allez traiter des affaires en appel, donc ça change un petit peu les choses. Donc, le métier lui-même contentieux est lui-même varié et vous avez un champ assez important. Et puis, vous avez la partie consultative où là, vous allez travailler avec les membres du gouvernement qui ont travaillé sur des projets de décret. Vous allez les voir, vous allez avancer sur le projet. Donc là aussi, c'est toute une autre gymnastique et vous passez de l'un à l'autre. Et donc, je trouve ça très, très motivant intellectuellement et puis très stimulant parce qu'on est quand même dans un collectif. Voilà le quotidien, mais vraiment à très grande ligne et de façon très, très embrouillée. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Oui, merci Cécile. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter sur le quotidien, en tout cas du rapporteur, si ce n'est que moi, je suis là depuis 1 an. Donc, je viens tout juste d'arriver en ce qu'on appelle double affectation, parce qu'il faut savoir qu'au départ, on commence seulement au contentieux pendant 8 mois.
pour vraiment prendre connaissance des dossiers, de la manière dont ça fonctionne, de ce qui est attendu du rôle du rapporteur sur un dossier contentieux. Et au bout de 8 mois, vous passez le maître des requêtes en service extraordinaire passe en double affectation et donc effectivement, on doit à ce moment-là trouver son équilibre, mais aussi cette extrême richesse entre la partie consultative du Conseil d'État et la partie contentieuse qui continue. Et peut-être pour que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui vous connaissent un peu mieux, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous faisiez auparavant et qu'est-ce qui a motivé votre candidature pour devenir maître des requêtes en service extraordinaire? Oui, alors moi, j'étais magistrate judiciaire et puis encore avant avocate. Et dans mes précédentes fonctions, j'étais à la direction des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice. J'étais chef de bureau. C'est là que j'ai vraiment pu avoir un premier contact, en tout cas avec le Conseil d'État, en portant des projets de texte qui étaient soumis pour avis au Conseil d'État. Et c'est cette activité qui m'a donné envie en fait, de plus connaître l'activité du Conseil d'État. Et puis, en tant que magistrate judiciaire, de renouer avec une activité juridictionnelle, mais dans un domaine différent, le domaine du droit administratif. Et du coup, pouvoir un peu concilier les deux. Donc, pour moi, c'était vraiment le goût du droit, le fait de pouvoir continuer à être dans l'action publique, mais avec un autre positionnement qui est celui du Conseil d'État. Et puis, cette envie de continuer à apprendre, parce que je ne sais pas si dans vos fonctions, vous avez déjà eu des contacts avec des membres du Conseil d'État ou autres, mais c'est vrai qu'on a envie de continuer à apprendre et de pouvoir travailler au sein de cette institution et de ses membres, des membres qui la composent. Alors, pour ma part, j'avais un profil beaucoup moins juridique. En fait, déjà, ne serait-ce qu'au niveau des études, j'étudiais des maths et la philosophie, donc ça ne me prédestinait pas à faire du droit. Et ensuite, j'ai travaillé 4 ans à la Direction générale des finances publiques, donc plutôt des questions fiscales, des questions de finances publiques, de comptabilité. Et après ça, donc j'ai passé l'ENA, et à la sortie de l'ENA, j'ai travaillé au ministère de l'Éducation nationale pendant 4 ans à nouveau. Et là, j'ai travaillé sur des questions RH, statutaire, dialogue social. Et donc, il y a un petit peu de droit, mais c'est du droit statutaire, c'est pas du tout du contentieux. Et comme Juliette, en fait, c'est à ce moment-là en fait, que j'ai découvert une facette du travail du Conseil d'État parce que là aussi, on produisait des textes et donc on allait présenter ces textes au Conseil d'État et on voyait un rapporteur étudier nos textes, nous poser des questions. Et cette méthode de travail, l'examen ensuite en section, ça m'a donné envie de voir un peu plus comment ça se passait. Et c'est vrai que la perspective de rejoindre ce collectif-là pour apprendre, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'exigences, d'excellence, et puis c'est quelque chose qui tire vers le haut. On dit, bon, pourquoi pas, on va essayer. Ce qui est intéressant, effectivement, entre l'expérience de Juliette et de Lionel, c'est que Juliette est vraiment baignée dans le droit, mais c'était aussi le droit civil, et donc était vraiment une experte, alors que Lionel, tu connaissais le droit administratif en tant que praticien. Ouais. Et c'est sûr que ce qu'on demande aux candidats, c'est, il faut le dire tout à fait, franchement, c'est une appétence pour le droit, parce que c'est quand même ce qu'on fait au quotidien, mais pour autant, on ne demande pas une expertise, une immense spécialité dans les techniques contentieuses, par exemple, qui vont s'apprendre progressivement en entrant au Conseil d'État. C'est vraiment plutôt, nous, ce qui nous intéresse, une appétence et une forme d'y avoir déjà un petit peu touché, même de loin. Et c'est vraiment c'est l'expertise dans une politique publique. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est peut-être que vous nous parliez de comment vous êtes arrivé au Conseil et comment vous avez appris le métier de rapporteur et ce qui est mis en place en fait à l'arrivée des nouveaux membres pour faciliter ce travail. Alors, l'arrivée au Conseil, en fait, on a beaucoup de chance parce il y a un cycle de formation initial qui est très complet, avec des dizaines d'heures de formation qui vont s'étaler sur plusieurs semaines. Et il y a aussi un système de mentorat. Donc, comme Juliette vous le rappelait, au départ, vous ne faites que du contentieux. Et c'est vrai que, comme tu disais, Cécile, c'est quelque chose en fait, qu'on apprend en pratiquant.
Vous pouvez travailler, et c'est même très bien, des manuels de contentieux, travailler la jurisprudence, etc. Mais c'est vraiment en regardant, en décortiquant des mémoires et puis en vous essayant à rédiger des projets qu'on commence à prendre le pli. Et donc, progressivement, vous allez avoir des présentations des différents aspects du métier du rapporteur, donc au contentieux. Et votre mentor va toujours être là pour vous aider sur les premiers dossiers, à relire un peu ce que vous avez fait, à vous conseiller. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivé, c'est en fait l'incroyable ouverture. C'est-à-dire que les gens vont toujours vous dire la porte est ouverte, et c'est vrai, si vous avez une question, vous pouvez la poser. Alors, bien sûr, recherchez quand même avant. À chaque fois que vous avez une question, n'allez pas demander tout de suite. Ça fait partie du plaisir aussi de rechercher la réponse. Mais quand on ne la trouve pas, il ne faut pas hésiter à poser la question. Et l'avantage de travailler dans des salles qui sont en fait des salles collectives, on n'a pas de bureau individuel, c'est aussi la possibilité de demander à son voisin de salle, ah, tiens, j'ai ça, est-ce que tu as déjà eu ce cas-là, et voilà, et vous pouvez avoir un conseiller d'État à côté de vous qui connaît ça et qui va vous dire oui, tu devrais regarder telle décision. Donc c'est quelque chose aussi qui se fait très naturellement, qui est très, très précieux. Oui, tout à fait. Juste en complément, donc le mentorat est effectivement précieux quand on arrive. On a une formation aussi sur tout ce qui est technique de cassation, donc qui nous permet de mieux appréhender les dossiers quand on connaît pas ou pas trop non seulement la technique du contentieux et le contentieux administratif, technique de cassation, pardon. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui facilite beaucoup l'arrivée, je trouve, c'est qu'au début, on a vraiment le temps. C'est-à-dire qu'on nous donne le temps sur les premiers dossiers d'approfondir, d'aller rechercher, de se poser les bonnes questions. Et en fait, ce temps qu'on prend sur les premiers dossiers va nous être extrêmement utile par la suite sur les dossiers suivants, où du coup, les premières questions sur lesquelles on aura passé des heures, au bout de quelques mois, en quelques minutes, ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, je trouve que c'est ce qui permet aussi d'avoir, on a vraiment l'impression d'avoir une arrivée en douceur pour qui n'est pas habitué au contentieux administratif et à la technique de cassation. Oui, en effet, pour compléter ce que dit Juliette, il y a une montée en charge progressive avec, comme pour tous les rapporteurs au Conseil d'État, une obligation de rendre un certain nombre de dossiers chaque trimestre, mais qui se fait de manière croissante et qui permet de pouvoir nécessairement passer plus de temps sur ces premiers dossiers, puisqu'on a beaucoup plus de questions au début qu'une fois qu'on a passé 6 mois ou 1 an. Je vois qu'il y a une première question sur les missions annexes qui peuvent être... oui, alors pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire, comme pour tous les membres du Conseil d'État, il y a un certain nombre de missions pour lesquelles la loi, le règlement prévoit qu'un membre ou une membre du Conseil doit siéger dans certaines commissions. Et puis, il y a aussi un certain nombre de... Je pense par exemple à la Cour nationale du droit d'asile, où il est très fréquent qu'on ait recours aux membres du Conseil d'État pour être juge ou rapporteur, ou à la CADA, ou encore peut-être à la CNIL. Et donc, à l'issue d'1 an, parce qu'on considère que pendant 1 an, il ne faut faire que des missions contentieuses, et puis rapporteur en section administrative, les maîtres des requêtes en service extraordinaire peuvent répondre aux différentes missions pour lesquelles le Conseil d'État est sollicité. Peut-être, donc Juliette, toi, ça fait juste 1 an, donc tu n'en as peut-être pas encore, mais Lionel, si tu veux parler de ce que tu fais oui, bien sûr. en plus. En fait, vous avez effectivement cette période d'1 an où vous apprenez, et après, les missions annexes, c'est toujours bien de vous demander aussi dans quelle perspective vous vous placez, c'est-à-dire ce que vous avez fait et ce que vous voulez faire. Et au regard de ce que vous avez fait, de ce que vous voulez faire, vous proposez votre candidature pour certaines de ces missions. Moi, il se trouve que je suis un geek, donc j'aime bien les questions informatiques, j'aime bien les questions liberté, et voilà, et donc il y a effectivement la possibilité pour les MRSE, comme pour les autres membres du Conseil d'État, d'être rapporteur extérieur à la CNIL. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui me parlait, mais par rapport à mes appétences et à ce que je pense pouvoir apporter d'utile aussi. Donc, je pense que c'est comme ça vraiment qu'il faut prendre l'exercice. Mais c'est très ouvert. Alors, sauf quand c'est un membre qui est conseiller d'État, là, effectivement, mais là, c'est parce que le texte le prévoit. Donc,
effectivement, là, c'est des grades. Donc, il y a pas de... Oui, mais maintenant, la majorité effectivement des missions pour lesquelles il y a une obligation qu'un membre du Conseil siège, c'est principalement un membre, plus rarement un conseiller d'État. Donc, effectivement, ça, comme tous les autres membres du Conseil, les MRSE sont invités à candidater. On peut peut-être faire un petit point, Monsieur Brousseau, sur les conditions de recevabilité pour pouvoir candidater en tant que maître des requêtes en service extraordinaire. Je vois qu'il y a une question sur des conditions d'âge. En réalité, les conditions de recevabilité sont assez larges. Il vous faut, comme le prévoit l'avis de vacances d'emploi qui a été diffusé, appartenir à certains corps ou cadres d'emploi que je ne vais pas lister dans le détail, mais que vous retrouverez dans l'avis de vacances. Ce qui est important de souligner, c'est que l'on peut candidater à cet emploi d'MRSE à tout moment de son parcours professionnel. On considère simplement en pratique, et vous l'avez compris, qu'il vous faut avoir acquis une expérience administrative relativement solide. On considère qu'à partir de 5 années d'expérience administrative dans la haute fonction publique ou équivalent, on peut se prévaloir de compétences exportables pour candidater à l'emploi de MRSE. Je vous rappelle également que nous avons une procédure de recrutement d'auditeurs sur laquelle nous recrutons annuellement 5 profils et qui est plutôt réservée à des hauts fonctionnaires qui ont entre 2 et 4 ans d'expérience professionnelle. Donc, à partir de 5 ans d'expérience professionnelle en haute fonction publique, vous êtes tout à fait à même de pouvoir candidater. Donc, il n'y a pas de limite d'âge supra. On peut venir exercer les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire en première partie de carrière, en deuxième partie de carrière ou troisième partie de carrière. C'est une expérience de 4 ans. Il y a simplement, vous l'avez probablement vu dans l'avis de vacances d'emploi, une subtilité qui est que celles et ceux qui souhaiteraient, à l'issue des 4 ans, pouvoir candidater à la titularisation, donc être intégrés définitivement dans le corps des membres du Conseil d'État, dans le cadre de maître des requêtes, eh bien, une condition d'âge, 35 ans, et avoir 10 ans de service public effectif. Hein, ça, c'est pour intégrer. En gros, cela veut dire qu'à partir du moment où vous avez une petite trentaine d'années et 6 à 7 ans de service public, vous êtes tout à fait en situation de pouvoir être recruté comme MRSE et par la suite intégré. Mais si cette condition d'âge n'est pas remplie au moment de la cessation de vos fonctions, vous pouvez être intégré ultérieurement après être retourné dans votre administration. Voilà, donc pour résumer, s'agissant de cette candidature spécifique, pas de condition d'âge spécifique, une condition de seniorité d'environ 5 ans d'expérience professionnelle, et ensuite le jeu est complètement ouvert. Tout à fait. Je vois une question sur les dossiers, sur les matières des dossiers. Alors, au sein de la section du contentieux, il y a 10 chambres et les grandes matières du contentieux administratif, ils sont répartis. Donc, non, les maîtres des requêtes débutants n'ont pas des matières spécifiques. Ils ont les matières qui correspondent aux chambres dans lesquelles ils sont affectés. Peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot des matières que vous traitez le plus souvent. Oui, donc effectivement, tout à fait, Cécile, on a les dossiers qui sont affectés à la chambre dans laquelle on est. Donc, il n'y a pas du tout on n'a pas toujours les mêmes matières. Moi, je suis à la 6e chambre qui traite notamment beaucoup des sujets environnementaux. Donc, voilà, on a pas mal de dossiers qui traitent à la matière environnementale notamment. Et moi, je suis affecté à la 9e chambre, qui est une chambre fiscale. Donc, beaucoup de dossiers fiscaux et puis aussi des dossiers fonction publique et des dossiers régulation de l'énergie. Sachant que quand vous êtes débutant, éventuellement, vous pouvez avoir des dossiers un peu moins compliqués. Généralement, votre président ou votre présidente fait attention à vous affecter des dossiers qui ne vont pas vous mettre en difficulté tout de suite pour que justement vous ayez cette capacité à monter en compétences. Et je vois que là, les dossiers que j'ai ne sont pas les dossiers que j'avais au départ et c'est tant mieux parce que je peux capitaliser sur tout ce que j'ai appris. Donc, il y a cette partie-là, mais par contre, en termes de variété de sujets, voilà, c'est tous les sujets de la Chambre. Il n'y a pas de limitation.
Et si vous deviez convaincre quelqu'un de venir au Conseil d'État, est-ce que vous pourriez nous donner, par exemple, trois éléments qui sont vraiment pour vous des aspects extrêmement positifs dans votre quotidien, je ne sais pas moi, en termes de qualité de vie au travail ou en termes de contenu, en termes d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Qu'est-ce que pour vous est vraiment un atout? Si je dois me lancer, je dirais la liberté, la responsabilité, la collégialité. C'est-à-dire qu'on vous fait confiance, donc vous êtes libre dans la façon dont vous allez organiser votre travail. Vous avez ces points de rendez-vous dont je vous ai parlé, mais après, c'est à vous de voir à quel moment vous allez travailler sur tel dossier ou sur tel autre, au regard des objectifs qui vous sont fixés. Mais la responsabilité, parce que justement, comme on vous fait confiance, on ne doute pas du fait que vous allez atteindre les objectifs qui vous sont fixés. Donc, c'est à vous d'être aussi à la hauteur. Donc, c'est bien, c'est un peu exigeant. Et la collégialité, parce que il y a du travail. On pourrait se dire que c'est du travail solitaire, mais en fait, c'est pas du travail solitaire. Vous êtes dans une chambre, dans une section, vous êtes dans une salle de travail avec des gens autour de vous. Et donc, voilà, il y a cet aspect-là que je trouve très séduisant en fait, dans les fonctions qu'on exerce. Oui, j'adhère tout à fait à ce que tu dis, Lionel. Peut-être rajouter 2 points, mais qui rejoignent tout à fait ce que tu as dit, c'est-à-dire l'échange. Donc, ça rejoint tout à fait la collégialité, mais au-delà de la collégialité sur les décisions, il y a vraiment un échange tout le monde vous le dit quand on arrive, mais voilà, quand on le vit, c'est une réalité. Voilà, tout le monde est vraiment très disponible et donc il y a un très fort échange entre les membres qui est extrêmement enrichissant. Et puis, pour rejoindre la liberté un peu, c'est le temps, je trouve. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup Enfin, voilà, on travaille, je pense, tous beaucoup. On a des dossiers importants à faire. Mais on a quand même l'impression de pouvoir prendre le temps quand il y a vraiment une question juridique qui se pose et qui impose de faire des réflexions, d'en échanger, d'approfondir ses recherches. Et voilà, je trouve que ça, c'est une vraie satisfaction, du coup, sur le travail qui est fait. Merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à continuer à poser des questions, on y répond dès qu'on les voit. Peut-être qu'on pourrait parler de l'après. Alors, c'est encore peut-être un peu tôt, mais qu'est-ce qui peut se passer ensuite pour vous voilà, ou ce qui se passe pour d'autres maîtres des requêtes en service extraordinaire voilà, une intégration, le retour dans l'administration, une autre perspective, comment ça peut évoluer pour vous? Alors, effectivement, c'est ce que tu dis. Il y a deux options. Soit l'intégration si vous souhaitez être intégré, soit le retour dans une administration. L'intégration, c'est quelque chose de très sélectif. Donc, si ça vous intéresse, effectivement, je pense qu'il ne faut pas vous censurer. Par contre, ne faites pas tout votre plan de carrière là-dessus. Je pense que ça serait un peu audacieux. Donc, dites-vous que la perspective qui est attendue d'un maître des requêtes, on est en service extraordinaire, on est en détachement, et normalement, en détachement, c'est une durée limitée. Donc, il y a la fin du détachement. Et donc, demandez-vous ce que vous voulez faire. Vous avez plusieurs options. Soit vous aimez beaucoup votre ministère et vous voulez y retourner. Donc, dans ce cas-là, pensez, vous aurez acquis de nouvelles compétences, de nouvelles méthodes de travail, vous aurez vu plus de choses. Donc, peut-être que la direction dans laquelle vous étiez affecté au sein de votre ministère, ce ne sera pas forcément la direction dans laquelle vous souhaitez retourner. Vous aurez peut-être un champ aussi plus vaste. Mais vous pouvez aussi vous dire, c'est le moment pour moi de rebattre les cartes parce que, je ne sais pas, je veux travailler, par exemple, à Bercy. Et donc, il y a une section qui s'appelle la section des finances où là, on voit beaucoup de sujets qui sont quand même des sujets plutôt Bercy. Typiquement, travailler dans cette section administrative-là, ça vous permet de vous acclimater à beaucoup de problématiques et vous aurez une compétence qui sera intéressante pour le recruteur de ce ministère. Et c'est la même chose pour les fonctions annexes dont on parlait. Là aussi, pensez aussi à ce que vous souhaitez faire plus tard pour qu'il y ait une cohérence en fait par rapport à ce que vous avez demandé, ce que vous avez fait et ce que vous souhaiterez faire ensuite à la fin du détachement. Voilà, c'est comme ça en fait que j'envisage en tout cas pour ma part. Oui, non, alors moi je suis un peu au début, donc mais et puis la situation peut-être pour les magistrats judiciaires est peut-être un peu différente dans la mesure où bon, bien évidemment la question de repartir sur un autre détachement existe aussi également. Mais sinon, la question, c'est le retour en juridiction. Et donc, voilà, la situation est un peu différente. Mais je partage tout à fait ce que tu as dit sur la question de l'intégration et la sélectivité. Et voilà. Et je précise aussi que pour le Conseil d'État,
les maîtres des requêtes en service extraordinaire, leur passage au conseil, pour nous, vraiment, l'idée, c'est que ça soit un enrichissement et une acquisition de nouvelles compétences qui peuvent être valorisées ensuite dans leur ministère d'origine ou dans un autre ministère. Et c'est pour ça qu'on est très attentif aussi à la manière dont ils vont, les postes sur lesquels ils vont atterrir à l'issue de leur détachement au conseil. On a une mission d'appui au parcours professionnel qui accompagne les membres, y compris les membres en service extraordinaire, dans leur projet de mobilité. Et donc, assez tôt, les MRSE peuvent contacter les membres de cette mission pour être accompagnés, préciser la prochaine étape de leur parcours professionnel et être aidés et accompagnés pour saisir les opportunités qui viendraient par la suite. Donc, on est très attaché à ce que le détour par le conseil soit vraiment un tremplin. Parce que ça participe de notre attractivité et qu'en plus, véritablement, les compétences qui ont été acquises au sein du conseil sont très utiles pour les administrations et donc les parcours de vos prédécesseurs le prouvent qu'ils aient été intégrés ou qu'ils soient revenus en administration centrale. Alors, on a quelques questions. Alors, je crois qu'on avait une question qui tournait autour de l'idée de savoir s'il faut spécifiquement habiter à Paris ou déménager à Paris pour exercer les fonctions de MRSE. Ah oui, le mot de liberté n'est pas tombé dans l'oreille de sourd, mais alors effectivement, il y a une liberté dans l'organisation du temps de travail qui vous permet de pouvoir faire très régulièrement du télétravail sur une base assez large, ce qui permet effectivement pour certains de pouvoir habiter relativement loin de Paris. Je nuance quand même immédiatement ce que je dis par le fait qu'il est quand même important, surtout au moment de la prise de fonction, d'être dans la maison, de pouvoir régulièrement venir et pas seulement pour les séances d'instruction. Le principe ici au Conseil d'État, c'est que les rapporteurs travaillent en salle de travail, donc avec 20-30 places de travail autour d'eux, ce qui permet, ce que Lionel et Juliette ont mentionné, cette forme de collégialité de couloir, d'échanges formels ou informels qui participent vraiment à la qualité du travail, à la bonne intégration des membres et à leur montée en compétences. Donc je dirais surtout au début, c'est quand même important de pouvoir être là au moins je dirais 2 ou 3 jours par semaine, au-delà simplement des audiences et des séances. Mais moyennant ce conseil, vous pouvez habiter relativement loin, être un célibat géographique ponctuel et être amené à faire des allers-retours. De nombreux collègues sont dans cette situation, mais voilà, juste un point d'attention sur le début et la montée en compétences qui requiert quand même. Et puis c'est surtout aussi, je crois, un des éléments de richesse de ces fonctions, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec les collègues, de rencontrer des membres, de pouvoir se projeter dans d'autres fonctions. Et donc on recommande quand même, dans la mesure du possible, d'être plutôt à Paris. Il y avait une question qui concernait les agents contractuels et notamment, si je la comprends bien, mais vous pourrez nous la reposer si je l'ai mal comprise, la durée de contrat préalable requise pour candidater. Eh bien, c'est la même chose que pour les fonctionnaires titulaires. C'est une expérience que l'on recherche, donc il faut pouvoir se prévaloir d'une expérience de 4 à 5 ans minimum dans des fonctions équivalentes à celles de la haute fonction publique exercée par des fonctionnaires. Donc, si vous êtes, par exemple, contractuel en ministère ou en établissement public et que vous exercez des fonctions équivalentes à celles des administrateurs ex-civils désormais de l'État et que vous avez une expérience professionnelle de 4 à 5 ans, vous êtes en situation de pouvoir candidater. Si elle est un peu plus importante, tout à fait également. Le régime indemnitaire des MRSE, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est le même que celui qui est si mes voisins ne me contredisent pas, c'est que c'est bien le cas, qui est versé au maître des requêtes titulaires. D'ailleurs, ce qui montre bien que l'appellation service extraordinaire fait bien référence au fait que vous n'êtes pas titulaire pendant les 4 ans, mais que vous êtes pour autant, s'agissant du régime indemnitaire, traité comme les membres titulaires. Concrètement et rapidement, vous êtes soumis à des obligations statistiques, c'est-à-dire que vous devez produire un certain nombre de dossiers sur une période donnée qui tiennent compte à la fois
ces dossiers, enfin, qui font l'objet d'une cotation qui tient compte à la fois de leurs difficultés et également de leur degré d'urgence. Lorsque vous accomplissez vos obligations statistiques, et je crois pouvoir dire que la plupart, si ce n'est tous les membres du Conseil d'État arrivent à y satisfaire, vous percevez donc votre régime indemnitaire qui est composé donc d'une prime forfaitaire et d'une prime de rendement. Et tous les 3 mois, ce qu'on appelle le bureau, qui est en gros le comité de direction du Conseil d'État qui réunit le vice-président et les plus autorités de la maison s'agissant des présidents de section, examine la situation de tous les membres qui exercent au Conseil d'État, des auditeurs au Conseil d'État, en passant donc par les maîtres des requêtes et donc les MRSE. Cette situation est examinée, elle produit ensuite son effet s'agissant du régime indemnitaire qui vous est versé pour les 3 mois à venir. Voilà. Donc c'est globalement un système indemnitaire incitatif qui est fondé sur la qualité et la quantité de la production, mais qui vous permet d'être traité de la même manière que les maîtres des requêtes titulaires. Une question plus particulière sur les magistrats judiciaires. Donc, la spécialisation dans les fonctions civilistes, c'est évidemment des compétences qu'on recherche. En revanche, c'est vrai que nous privilégions parmi les candidats issus de la magistrature judiciaire des candidats qui ont eu une expérience en administration centrale, déconcentrée. Enfin, ça peut être très, très vaste, mais c'est vrai qu'on est particulièrement intéressé par les profils de magistrats qui ont pu avoir d'autres fonctions que des fonctions uniquement juridictionnelles. Si on a d'autres questions. Peut-être j'aurais dû le faire au début de nos échanges sur les critères de sélection, en tout cas les éléments sur lesquels on va être particulièrement attentif lors de l'analyse de votre candidature et puis lors de l'entretien si vous êtes présélectionné. Au-delà, bien sûr, de l'expertise dans les politiques publiques que j'ai mentionné au début, on va être très attentif à vos qualités relationnelles, c'est-à-dire aussi à votre capacité à participer à des délibérations collégiales, à travailler de manière constructive, parce que vous verrez si vous rentrez au conseil que l'adage qui est de dire qu'on est plus intelligent à plusieurs, vraiment on trouve une manifestation extrêmement concrète au conseil où on va alterner des phases de travail solitaire et d'échanges, de dialogue avec un réviseur, avec les autres membres de sa chambre, avec les présidents et assesseurs d'une autre chambre dans lesquelles certaines des affaires vont être jugées. Et c'est vraiment ces qualités relationnelles qu'on va rechercher. Il faut avoir un goût pour l'humain, une appétence à l'échange intellectuel, à la discussion, à l'entraide aussi. C'est vraiment un élément très important pour nous. Bien sûr, donc l'expérience solide dans l'administration, des compétences techniques quand même dans des sphères de politique publique sans être non plus dans l'hyper-spécialisation, mais voilà, on est très intéressé par des profils assez spécialisés. Et puis aussi tout ce qui participera à la contribution à la diversité de nos profils. Donc voilà, ça dépend aussi des années, mais des années où on va vraiment rechercher plutôt des profils de personnes qui, par exemple, ont travaillé dans les collectivités territoriales, parce que ce sont des candidats qui viennent peut-être un petit peu moins naturellement nous voir. Il y a des années où on va avoir un besoin très fort de spécialistes dans la santé ou dans le numérique. Voilà, ce sont toutes ces contributions et puis aussi des parcours de personnes qui ont eu éventuellement une expérience dans le privé auparavant. Tout ce qui participe également à la parité, à l'origine diversifiée sociale de nos membres. C'est aussi un des éléments à compétences égales que nous regardons attentivement. Je précise aussi que ce sont des fonctions régaliennes, donc qui ne sont pas ouvertes aux non-français. Et en revanche, la double nationalité est quelque chose qui rend possible la candidature. Les profils d'administrateurs territoriaux, tout à fait, sont des profils recherchés parce qu'on a un contentieux important et une expertise que nous recherchons
avec beaucoup d'attention. Est-ce que la dimension du droit européen est importante? Je vais vous laisser répondre. Alors oui, elle peut l'être. Elle l'est de plus en plus d'ailleurs, hein, depuis l'arrêt Nicolo, elle l'est de plus en plus. Alors, de façon très anecdotique, par exemple, j'ai passé la fin de la semaine dernière à travailler sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et plus précisément l'article 8. Et donc voilà, éplucher des dizaines et des dizaines d'arrêts pour essayer de comprendre comment la Cour raisonnait, alors que je suis dans une chambre fiscale et on ne va pas naturellement se dire bah oui, là, c'est dans cette chambre-là que ça va se... Donc à un moment donné, vous pouvez croiser ce droit-là et c'est toujours très précieux d'avoir quelqu'un qui sait se repérer rapidement. Ça, c'est sûr. Oui, oui, non, je partage totalement, enfin, que ce soit au consultatif où on doit quand même vérifier que les projets de texte respectent les normes supérieures et donc forcément le droit européen, ou également en fonction des matières. Enfin, moi, je vous disais, je suis à la 6e chambre qui s'occupe beaucoup de droit de l'environnement. On sait qu'il y a quand même toute une partie qui résulte de directives européennes. Donc, forcément, on peut être très impacté par la dimension du droit européen. On a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des points que j'ai utile de... Peut-être rappeler que, voilà, en termes de calendrier, vous avez jusqu'au 30 mai pour candidater. Ensuite, les choses iront assez vite, hein, puisque tout début juin, le jury procédera à la présélection des dossiers, de sorte que fin juin, les candidats présélectionnés puissent être auditionnés. Et concrètement, c'est début juillet que les candidats retenus seront choisis. Ce qui permet, et c'est quelque chose que l'on a travaillé ces dernières années, d'avoir un temps suffisamment important entre l'information qui vous est donnée de votre recrutement et votre capacité à nous rejoindre sans vous fâcher avec votre administration d'origine, ce qui est important aussi, puisque nous vous attendons le 15 octobre et vous voyez qu'on respecte assez bien le délai de 3 mois. Donc, c'est aussi important pour nous, et c'était évoqué tout à l'heure dans l'esprit qui est le nôtre, de pouvoir vous recruter, vous fidéliser, mais pour une période, comme ça a été très bien dit, qui est de 4 ans et avec vocation intégrative limitée, mais aussi de pouvoir vous permettre de retourner le cas échéant dans votre administration d'origine sans avoir, donc, je l'ai dit, été fâché à l'origine, et pouvoir avoir optimisé votre expérience ici. Donc voilà, ça permet cette procédure finalement assez courte entre le moment où vous avez déposé vos dossiers et le moment définitif du choix, d'avoir ensuite un temps nécessaire et tranquille, en gros l'été et le début de l'automne, pour pouvoir vous préparer au recrutement et anticiper également avec votre administration d'origine votre succession. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et je précise aussi qu'on essaye de faire arriver les nouveaux membres par promotion, donc de mettre des requêtes en service extraordinaire, mais aussi pour le 15 octobre avec les auditeurs, ce qui permet d'organiser des formations de prise de fonction commune, et puis voilà, de connaître très facilement dès le début de nouveaux membres pour partager les questionnements et les rapports d'étonnement qui sont bien naturels quand on arrive dans une nouvelle culture professionnelle administrative. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on fait pour le bon accueil et l'amélioration continue de l'accueil de nos nouveaux membres. Peut-être au sujet de la procédure de recrutement, est-ce que vous auriez des conseils aux candidats? Peut-être préciser comment vous êtes préparé à la candidature, à l'écrit, à l'oral, comment ça s'est passé pour vous? Oui, bien sûr. Donc, je pense que la lettre de motivation est importante. Enfin, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps, parce que ça va vous permettre, en tout cas moi, ça m'a permis de me poser les bonnes questions, du pourquoi, qu'est-ce que je peux apporter au Conseil d'État, qu'est-ce que le Conseil d'État peut m'apporter, et comment ça peut s'inscrire
dans une carrière, dans une continuité. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps pour se poser les bonnes questions et puis prendre le temps de faire un dossier voilà, fourni parce que bon, il y a des évaluations qui sont demandées, des attestations de formation, mais voilà, je pense que tout ce qui peut enrichir et montrer qui vous êtes et ce que vous faites peut être vraiment important. Et puis après, sur l'oral, bon, j'ai été regarder un peu des manuels basiques de contentieux administratif, de droit administratif pour me remettre un peu dedans, mais j'ai vraiment passé beaucoup de temps en fait sur le site internet. Le site internet du Conseil d'État est extrêmement bien fait. Que ça soit sur son fonctionnement, sur ses missions, sur son organisation, mais aussi sur toute son actualité et ses études annuelles, les derniers grands arrêts, grandes décisions, les derniers grands avis qui ont été rendus. Voilà, donc moi, j'ai passé beaucoup de temps. Vous avez énormément de choses que vous pouvez revoir, notamment sur des conférences, des séminaires qui sont accessibles. Voilà, et ça m'a permis vraiment, ça a été ma manière en tout cas de me familiariser avec, de tenter de me familiariser avec l'organisation et avec l'actualité du Conseil d'État. Oui, pas mieux en fait, c'est exactement ça, quoi. Être au clair sur les raisons pour lesquelles vous voulez candidater. Ça vous servira de boussole en permanence. Donc, quelles que soient les questions que vous pourrez avoir avec le jury de sélection, vous pourrez répondre de façon sincère et à l'aise parce qu'en fait, vous serez au clair sur les raisons pour lesquelles vous êtes là. Et effectivement, la préparation, c'est vrai que les rapports annuels, les conférences, il y a toute cette partie production d'idées qui est le travail de la section du rapport des études qui est extrêmement important et qui vous permet parfois de créer du lien entre en tout cas, ce qui était mon cas avant de venir, je voyais vraiment de façon éclatée. C'est pour moi, il y avait le consultatif, le contentieux, je ne faisais pas forcément de lien. Et c'est vrai que regarder les conférences, ça va vous permettre de toucher du doigt un petit peu le fait que c'est un tout, en fait. Donc, c'est très, très précieux. Et puis juste peut-être une précision, j'avais moi préparé une présentation, voilà, dans le doute de savoir si on allait me demander de me présenter ou pas. C'est le cas. Bon voilà, donc du coup, pareil, prenez le temps, je pense, parce que c'est important que vous puissiez, quand on vous donne la parole, enfin voilà, ça veut dire que vous avez la possibilité de mettre en avant ce que vous souhaitez mettre en avant. Merci beaucoup. On vous laisse encore quelques minutes si vous avez des questions. C'est le dernier, c'est pas tout à fait la dernière occasion parce que bien sûr, on reste accessible et vous pouvez poser des questions à la direction des ressources humaines, à moi-même, sans difficulté. Mais là, on a l'occasion de vous répondre en direct. Donc, on vous laisse encore quelques minutes. Des choses à ajouter, absolument dire. Si, peut-être une chose à dire, vous censurez pas en fait. Voilà, le travail de sélection, c'est cette comité de sélection qui va sélectionner. N'essayez pas de vous sélectionner tout seul. Pas de censure. Exactement. Franchement, faut pas hésiter. Il faut juste être au clair sur pourquoi on veut venir en fait. Mais à partir de là, vous ne censurez pas. Je vois une question, oui, alors mai 2024, je ne peux pas vous dire exactement si ce sera en mai 2024. Ce qui est sûr, c'est que nous recrutons régulièrement des maîtres de requête en service extraordinaire. Voilà, 1 à 2 vagues par an. Depuis 2 ans, c'est 2 vagues par an. Le nombre de postes, je ne peux pas vous le dire encore non plus parce que ça dépend beaucoup des départs aussi. On a en permanence entre 25 et 30 maîtres de requête en service extraordinaire au Conseil d'État. Mais voilà, jusqu'à présent, ces dernières années, on recrutait entre 6 et 8 maîtres des requêtes par an. Comment se structure l'oral de sélection et quelle est sa durée? Donc, l'oral, il dure entre 20 et 30 minutes. Il est composé, comme l'a dit Juliette, souvent, on demande le président du jury laisse la parole pour commencer au candidat qui a l'occasion de se présenter en quelques minutes. On commande 5 minutes, c'est une bonne durée. Et ensuite, ce sont vraiment des questions-réponses à bâton rompu qui ont pour objectif de tester votre motivation, de comprendre votre parcours, de
bien sûr voir l'adéquation entre vos profils, votre expertise, et puis tester évidemment ce que vous avez compris du fonctionnement du Conseil d'État pour voir vraiment si votre profil correspond à ce qu'on recherche. Voilà, c'est assez standard comme oral de sélection, sauf si vous me dites le contraire. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie toutes et tous pour votre participation. On attend avec impatience vos candidatures. Donc, comme j'ai dit, vous avez jusqu'au 30 mai inclus pour candidater. Et on reviendra vers vous très rapidement pour vous dire si vous êtes sélectionné avec le jour et l'heure de la convocation. On vous remercie tous pour votre intérêt pour le Conseil d'État et puis on vous dit à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.